Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2006. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Alexandra Duxey a vu le jour le 9 décembre 1979, dans la charmante ville de New Haven, au Connecticut. Affectueusement surnommée Zandra par ses proches, elle a grandi à Milford, une petite ville pittoresque située à seulement 1 heure de New York. Ses parents, John et Linda Duxey, ont toujours veillé sur elle avec amour, tandis que ses 2 frères aînés jouaient un rôle protecteur et bienveillant dans sa vie. Malgré la différence d'âge, la fratrie partageait une complicité rare, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles et les joies quotidiennes. Les Duxey étaient une famille active et unie, passant beaucoup de temps à pratiquer diverses activités sportives ensemble. Leur maison spacieuse était le théâtre de nombreuses séances de jeux et de moments de convivialité. Alexandra avait fait du sous-sol de la maison son refuge personnel, où elle s'est aménagé une chambre à son image. Plus tard, cet espace s'est transformé en une véritable salle de sport, un lieu qu'elle aimait partager avec ses amis lors de soirées pyjama et de rencontres sociales animées. Passionnée de danse et de gymnastique, Alexandra a consacré une grande partie de son enfance à ces disciplines, rêvant secrètement de devenir actrice. Le lycée n'a fait que renforcer cette aspiration d'actrice, lui offrant une scène pour exprimer son talent et son dévouement. Durant le lycée, Alexandra s'est lancée dans divers concours et compétitions, accumulant les récompenses et distinctions. Son emploi du temps se remplissait rapidement, jonglant entre ses études, ses entraînements de danse et ses compétitions. Malgré ce rythme effréné, elle parvenait à maintenir d'excellentes performances scolaires. Une fois son diplôme de fin d'études secondaires en poche, elle a décidé de poursuivre des études en finance à l'université, tout en continuant à perfectionner ses compétences de danse dans un cours professionnel. Pour subvenir à ses besoins, Alexandra a décroché un emploi à temps partiel dans une banque. C'est lors d'une de ses promenades qu'elle a rencontré son premier amour, Matthew. Partageant une passion commune pour le sport et le travail acharné, leur relation s'est rapidement épanouie. Parallèlement à son emploi et ses études, Alexandra a obtenu un bachelor en finance et est devenue analyste système dans la même banque. Déterminée à diversifier ses compétences, elle a également décroché une licence d'agent immobilier. À l'âge de 23 ans, Alexandra a ajouté une nouvelle corde à son arc en devenant professeur assistant dans une académie de danse. Sa carrière professionnelle prenait une trajectoire ascendante impressionnante. Elle se produisait régulièrement à New York, dansant lors d'événements prestigieux et participant à des vidéoclips. À 26 ans, elle a commencé à collaborer avec un producteur d'Atlanta pour créer des démos de vidéos d'albums musicaux. Ses rêves prenaient enfin forme. L'ambitieuse jeune femme a trouvé un agent à New York qui l'a aidée à décrocher des castings. Grâce à lui, elle a fait ses débuts à la télévision, jouant des rôles de soutien dans une série télévisée populaire. Cette opportunité représentait une étape cruciale pour Alexandra. Bien que ses rôles étaient mineurs, elle voyait cela comme un tremplin vers une carrière florissante. Compte tenu de l'ampleur des activités d'Alexandra, il lui restait peu de temps pour sa vie personnelle. Bien qu'elle soit restée en couple avec Matthew pendant 6 ans, leur relation a pris fin en janvier 2004. Alexandra a choisi de se concentrer entièrement sur son travail et sa passion pour la danse. Cette période a coïncidé avec des moments difficiles pour ses parents, Linda et John, qui ont également décidé de se séparer. John est retourné en Floride pour se rapprocher de sa mère âgée, tandis que les frères d'Alexandra, déjà adultes, vivaient avec leur propre famille. Alexandra s'est retrouvée seule avec sa mère dans leur grande maison. Malgré l'espace désormais disponible, Alexandra a continué à vivre dans le sous-sol qu'elle avait aménagé selon ses besoins. Elle y vivait avec son gros chien, trouvant du réconfort dans sa compagnie fidèle. Sa vie trépidante ne s'est pas ralentie. Elle recevait de plus en plus d'invitations à des auditions d'acteurs, ouvrant de nouvelles perspectives dans le monde du cinéma. Parallèlement, Alexandra s'est impliquée dans des œuvres caritatives, collectant des vêtements et des jouets pour les enfants de familles à faible revenu.
Avec des amis partageant les mêmes valeurs, elle envisageait d'organiser une cantine gratuite pour ceux dans le besoin. Le 19 mai 2006, une journée qui semblait commencer comme toutes les autres, a pris une tournure tragique. Alexandra a rencontré sa meilleure amie Nicole pour une séance d'entraînement au gymnase. De 10h15 à 11h15, elles se sont exercées ensemble. Puis Nicole est partie, laissant Alexandra finir son entraînement. Avant de partir, Alexandra a confié à Nicole qu'elle prévoyait de rentrer chez elle pour dîner, se maquiller et se coiffer en vue de ses projets pour la soirée. Vers 16h, Nicole a tenté d'appeler Alexandra, mais l'appel a été redirigé directement vers la messagerie vocale. Cela l'a inquiétée, car Alexandra était habituellement joignable, toujours connectée à son téléphone portable pour gérer ses nombreuses activités. C'était la première fois que Nicole ne parvenait pas à la joindre. Aux alentours de 16h30, Linda, la mère d'Alexandra, est rentrée à la maison et a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était grande ouverte et le chien d'Alexandra se trouvait dans le patio, ce qui n'était pas normal. La voiture blanche de sa fille, une Mitsubishi, était garée dans l'allée, mais l'ensemble de la scène semblait étrangement anormal. Les portes de la maison étaient toujours fermées à clé, et le chien ne sortait jamais sans collier ni laisse. Pourtant, ce jour-là, il s'est assis dans le patio remuant la queue de manière accueillante, comme s'il attendait quelqu'un. La femme, paniquée, a essayé de comprendre ce qui s'était passé et est entrée dans la maison en criant le nom de sa fille. Personne n'a répondu. Les circonstances devenaient de plus en plus alarmantes. Linda a alors atteint les escaliers menant au sous-sol. Là, elle a aperçu de grosses gouttes de sang sur le sol. En descendant, elle a découvert une grande tache écarlate. Une fois en bas, elle a vu Alexandra, allongée sur le dos, immobile. Une énorme mare de sang s'étendait sous elle et elle présentait de graves blessures à la tête. Son corps se trouvait sous une table, dans une position anormale. Au départ, Linda a pensé qu'Alexandra avait peut-être chuté dans les escaliers et s'était cogné la tête contre le radiateur, qui portait également des marques sanglantes. Paniquée, elle s'est précipitée pour vérifier le pouls de sa fille, mais n'en a trouvé aucun. Complètement bouleversée, elle a appelé les urgences, criant et décrivant les scènes terrifiantes qu'elle venait de découvrir. La répartitrice a eu du mal à comprendre ses paroles, confuses et entrecoupées de sanglots. Finalement, elle a compris que la fille de Linda gisait dans le sous-sol, sans signe de vie. Plusieurs agents de police sont arrivés rapidement sur les lieux. Linda les a rencontrés à l'extérieur de la maison, encore sous le choc. Même pour des policiers aguerris, la scène du crime était particulièrement horrifique. Le sous-sol était couvert de sang, des éclaboussures maculaient le sol, les meubles et les murs. La table commémorative, ornée des trophées et récompenses d'Alexandra, était également tachée de sang. Le visage de la jeune fille avait été littéralement écrasé et il manquait un œil. Un fragment de lame était logé dans son crâne, tandis que le reste du couteau se trouvait à proximité. Alexandra avait subi un traumatisme contondant au visage et avait été frappée avec une telle violence que le manche du couteau s'était brisé, laissant la pointe à l'intérieur. Linda a aidé les policiers à découvrir qu'un des trophées d'Alexandra manquait. Devant cette scène de violence extrême, la police a immédiatement compris qu'Alexandra avait été victime d'un meurtre brutal. En plus des horribles blessures infligées à Alexandra et de l'arme du crime trouvée sur place, les policiers ont découvert une empreinte de chaussure distincte dans le sang. Cependant, cette empreinte n'avait pas de motif classique, ce qui la rendait particulièrement intrigante. De légères traces de sang ont été relevées dans d'autres pièces de la maison, y compris la chambre, la salle de bain, le siège des toilettes et le lavabo. Il semblait que le criminel avait tenté de se laver les mains après l'acte. Des efforts pour nettoyer certaines zones de la maison étaient également évidents, mais ils avaient été faits de manière désordonnée et inefficace. Les enquêteurs ont immédiatement soupçonné un mobile très personnel derrière ce massacre, envisageant la possibilité que le trophée manquant soit lié à ce meurtre. La violence et la détermination des coups indiquaient que le meurtrier connaissait bien la victime. La plupart des meubles et objets étaient encore en place, mais presque tous les vêtements avaient été retirés du placard et éparpillés sur le lit et le sol. Les bijoux et l'argent, normalement ciblés par des voleurs, n'avaient pas été pris,
suggérant que le criminel cherchait quelque chose de spécifique. Selon la reconstitution des faits par la police, Alexandra a été attaquée alors qu'elle descendait au sous-sol. Elle a été poussée dans les escaliers, se blessant en se cognant la tête contre le radiateur. Elle n'a pas été tuée immédiatement, comme en témoignaient les signes évidents de lutte. Le couteau utilisé dans l'attaque ne provenait pas de la maison, ce qui signifiait que le criminel l'avait apporté avec lui, renforçant l'idée d'une préméditation. L'accès au téléphone portable d'Alexandra a permis aux enquêteurs de recenser plus de centaines de contacts téléphoniques, tous devant être minutieusement vérifiés. Lors de l'inspection de la scène du crime, ils ont également découvert un fait intéressant. Le sac poubelle avait été sorti de la poubelle. Cela suggérait que le criminel s'était débarrassé de certaines preuves, essayant d'effacer toute trace de son passage. Cette série de découvertes renforçait l'idée que le meurtrier était quelqu'un de proche d'Alexandra, quelqu'un qui connaissait bien ses habitudes et sa maison. Les enquêteurs étaient déterminés à retracer chaque indice pour rendre justice à Alexandra et percer le mystère de ce crime atroce. Vers 17 heures, le frère d'Alexandra et son amie Nicole sont arrivés sur les lieux. Nicole était en état d'hystérie, encore sous le choc d'avoir vu Alexandra en vie quelques heures plus tôt. Le calme habituel du quartier de Milford était perturbé par la présence de nombreuses voitures de police. Les policiers, cherchant à reconstituer les événements, voulaient interroger les proches de la victime. Linda et Nicole se sont approchés des agents pour fournir des informations. La communauté locale était en émoi. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, mais la police, prudente, refusait de commenter tant que les circonstances du crime n'étaient pas élucidées. La maison d'Alexandra a été bouclée pour préserver les preuves. Nicole a informé les policiers qu'Alexandra avait prévu de rencontrer son nouveau petit ami après l'entraînement. Ils avaient prévu d'aller dîner au restaurant. Selon Nicole, ce gars s'appelait Jay, mais elle ignorait son nom de famille et d'autres détails. Ce mystérieux Jay est devenu un point d'intérêt crucial pour les enquêteurs. Les policiers et les proches de la défunte ont commencé à interroger les voisins, espérant recueillir des indices sur ce qui s'était passé. L'incident, survenu dans une ville à faible taux de criminalité, a profondément alarmé les résidents. Alexandra, une célébrité locale grâce à ses rôles mineurs dans une série télévisée, était connue de tous. La gravité de l'événement a rapidement attiré l'attention nationale. La police a sollicité l'aide des médias pour obtenir des témoignages, ce qui a incité les journalistes locaux à chercher des informations avec insistance. Les voisins ont fourni des informations parfois contradictoires. L'un d'eux a rapporté avoir vu une camionnette rouge vers 12h30, qui ne semblait pas appartenir à un résident local. Un autre voisin a mentionné avoir aperçu un homme noir marcher devant la maison d'Alexandra et monter dans une Honda Accord vert foncé vers 16h. Malheureusement, aucun témoin n'avait pris de photos ni noté les plaques d'immatriculation, compliquant la tâche des enquêteurs. Au même moment, les enquêteurs cherchaient à identifier ce mystérieux Jay. Il s'est avéré que ce mystérieux Jay était Jason Malone. Initialement injoignable, sa sœur a fini par répondre aux appels de la police, fournissant des informations cruciales sur son frère. Jason a été invité à un interrogatoire au commissariat. À son arrivée, il semblait nerveux, mais a fermement nié toute implication dans le meurtre. Il a admis être le nouveau petit ami d'Alexandra. Jason a raconté leur rencontre. Il avait remarqué Alexandra lorsqu'il était allé à la banque avec un ami. Timide, il avait confié à son ami qu'il trouvait Alexandra très belle. Son ami, plus audacieux, s'était alors approché d'elle pour lui transmettre les compliments de Jason et lui demander son numéro de téléphone. Flatté par cette approche directe, Alexandra avait trouvé cela charmant et avait accepté de donner son numéro en demandant en retour celui de Jason. Ce soir-là, c'est elle qui a pris l'initiative de l'appeler. Ils ont commencé à discuter et ont rapidement fixé un premier rendez-vous. Jason, de quelques années l'aîné d'Alexandra, vivait encore avec sa mère et travaillait pour une entreprise d'énergie, vérifiant les compteurs électriques des maisons de la ville. Alexandra, prudente après une relation de 6 ans avec son ex-petit ami, ne voulait pas se précipiter dans une nouvelle relation. Elle préférait prendre son temps pour mieux connaître Jason, sans faire de déclarations hâtives. Au poste de police, Jason a raconté qu'il avait parlé au téléphone avec Alexandra vers midi ce jour-là. Ils avaient calmement discuté de leur plan pour la soirée,
prévoyant de dîner ensemble. Vers 12h20, Alexandra avait soudainement demandé à Jason d'attendre un moment car elle avait vu son ex-petite amie à l'extérieur de sa maison. Jason a alors entendu la porte s'ouvrir et Alexandra demandé « Que fais-tu ici ?» Il n'y a eu aucune réponse audible. Ensuite, la porte s'était refermée et Alexandra avait pris son téléphone portable pour dire à Jason qu'elle ne pouvait plus parler pour le moment. Cette interruption l'avait laissé suspect et quelque peu jaloux. Jason a expliqué qu'il avait attendu environ 15 minutes, espérant qu'Alexandra le rappellerait, mais son inquiétude augmentait. Finalement, elle a répondu à son appel à 12h35. Ils ont parlé encore quelques minutes, mais Alexandra n'est pas revenue sur la question de savoir qui était venu la voir et pourquoi. Grâce au témoignage de Jason, les enquêteurs ont pu réduire la période pendant laquelle Alexandra est décédée, la limitant désormais entre 12h37 et 16h30. Selon Jason, pendant cette période, il parcourait la ville en voiture pour son travail, vérifiant les compteurs électriques. Après 15 heures, il s'était rendu dans un magasin de vêtements pour acheter un nouveau pantalon en vue de leur rendez-vous. Vers 16h30, il avait rappelé Alexandra, mais elle n'a jamais répondu. Inquiet, il s'est dirigé vers sa maison et a vu des voitures de police garées à proximité. Les enquêteurs, tout en analysant le témoignage de Jason, ont continué de parler aux proches d'Alexandra pour en apprendre davantage sur son passé. Ils ont découvert que son seul ex-petit ami était Matthew, avec qui elle avait rompu 2 ans auparavant. En attendant le mandat pour analyser les téléphones portables, les enquêteurs se sont entretenus avec la famille de la jeune fille. Ils ont appris que la rupture avec Matthew avait été tumultueuse. Linda, la mère d'Alexandra, savait que Matthew avait un casier judiciaire et qu'il avait maltraité sa fille. Leur relation s'était poursuivie jusqu'à ce que Matthew soit incarcéré pour la première fois en 1998. Malgré son incarcération, Alexandra avait continué à le soutenir et à lui rendre visite. Cependant, avec le temps, leur relation a commencé à se détériorer. En janvier 2004, ils ont officiellement rompu, en grande partie à cause de la grossièreté et de l'agressivité croissante de Matthew. Alexandra ne voulait pas reprendre cette relation et souhaitait tourner la page. Malgré la séparation, Matthew était devenu de plus en plus menaçant et en colère, ce qui laissait penser qu'il n'acceptait pas bien la rupture. Les enquêteurs ont donc orienté leurs soupçons vers Matthew, cherchant à découvrir s'il pourrait être lié au meurtre brutal d'Alexandra. La situation devenait de plus en plus claire. Le crime semblait motivé par une vengeance personnelle et toutes les pistes convergeaient vers une personne de son passé troublé. Matthew a été retrouvé par la police, vivant avec sa femme à environ 30 minutes de route du domicile d'Alexandra. Le jour où la police l'a contacté, il travaillait au restaurant Papa John's. Une conversation de 15 minutes s'est tenue sur son lieu de travail. Matthew a admis qu'il avait 2 emplois, l'autre étant dans une entreprise de pièces détachées aéronautiques, située à environ 1 heure au nord de Milford. Il a affirmé qu'il était de service le jour du meurtre, de 6h30 à 15h, avant de rentrer chez lui. Lorsque les policiers lui ont annoncé la mort d'Alexandra, Matthew semblait confus. Il a exprimé sa méfiance envers la police, mais a reconnu avoir parlé à Alexandra quelques jours avant sa mort, bien que leur dernière communication remontait à au moins 4 semaines. Les policiers ont quitté les lieux après cette première entrevue, mais ce n'était pas la fin de leur interaction avec Matthew. Le lendemain, Matthew s'est présenté volontairement au poste de police et a avoué qu'il avait menti. Il a corrigé son emploi du temps. Bien qu'il soit arrivé au travail à 6h30, il avait quitté son poste à 9h15 avec la permission de son patron. Il a passé presque toute la journée à la maison et l'après-midi, il est allé en ville pour accompagner un parent malade. Malgré ses aveux, il a affirmé ne pas s'être rendu à Milford ni dans ses environs ce jour-là. Matthew a accepté de se soumettre à un test ADN et a remis aux enquêteurs les vêtements qu'il portait le jour du meurtre d'Alexandra. Même en admettant son mensonge initial, son nouvel alibi a été confirmé. Toutefois, tant Matthew que Jason restaient les principaux suspects dans cette affaire. Les enquêteurs continuaient de rassembler des preuves pour éclaircir ce crime brutal, tout en gardant un œil attentif sur les 2 hommes. Le mystère demeurait, chaque nouvel élément soulevant de nouvelles questions et rendant la quête de justice pour Alexandra encore plus complexe. Les experts légistes
ont identifié la cause du décès d'Alexandra Duxet. Elle avait subi de multiples blessures perçantes et contondantes à la tête, infligées principalement au visage. Il a été confirmé qu'elle avait été tuée non seulement avec un couteau, mais aussi avec un trophée manquant dans la maison. L'expert a découvert un élément de preuve crucial, un cheveu collé au sang séché sur le corps de la jeune fille, apparemment ne lui appartenant pas. De plus, des morceaux de ruban adhésif ont été retrouvés sur son visage, indiquant qu'elle avait probablement été bâillonnée pendant l'attaque. Les enquêteurs ont également exploré certains aspects du passé de Jason. Il s'est avéré qu'il avait un casier judiciaire vieux de plus de 5 ans pour vente de substances. De plus, il conduisait une voiture semblable à celle décrite par un voisin de la victime. Un autre témoin a rapporté avoir vu cette voiture presque toute la journée près de la maison d'Alexandra. Jason a continué à clamer son innocence, soulignant que ce modèle de voiture était très populaire en ville à l'époque. En vérifiant les propos de Jason, les enquêteurs ont découvert une incohérence. Il avait prétendu être allé acheter des pantalons dans un magasin de vêtements vers 15 heures, mais sa présence a été confirmée beaucoup plus tard dans la soirée. Cette contradiction a soulevé des soupçons, mais la géolocalisation de ses appels téléphoniques a finalement dissipé ces doutes. Les données ont montré que son téléphone n'avait jamais été dans la région de Milford ce jour-là. Par conséquent, la police a retiré Jason de la liste des suspects. La police s'est de nouveau entretenue avec Linda, la mère d'Alexandra, pour obtenir plus d'informations sur Matthew. Linda n'a jamais aimé ce jeune homme. La différence d'âge la gênait. Matthew avait 7 ans de plus que sa fille. De plus, il avait un casier judiciaire et ne s'intéressait pas au développement personnel, contrairement à Alexandra. Il ne voulait pas travailler, ce qui inquiétait beaucoup Linda. Les policiers ont alors interrogé l'employeur de Matthew. Ils ont découvert que, le jour du meurtre, il avait quitté son travail beaucoup plus tôt que prévu. Contrairement à ce qu'il avait affirmé, Matthew avait quitté son poste à 8h39 au lieu de 9h15. Après cela, il s'était rendu dans une station-service, mais pas à midi comme il l'avait dit à la police, mais à 14h10. Ces divergences dans ses déclarations étaient alarmantes. Bien qu'il soit effectivement allé chez les concessionnaires automobiles à 16 heures, toutes les autres plages horaires qu'il avait indiquées étaient fausses. Peut-être était-il simplement confus quant aux heures, mais les enquêteurs pensaient de plus en plus que Matthew pourrait être le tueur. Le 26 mai, un mandat de perquisition a été obtenu pour fouiller la maison de Matthew. L'intérieur était en parfait état, sans rien de suspect, à l'exception d'un rouleau de ruban adhésif. Les enquêteurs ont supposé que ce ruban adhésif pouvait être celui retrouvé sur le visage de la victime. Cependant, cela n'indiquait pas directement une implication dans le meurtre, car de nombreuses personnes utilisent du ruban adhésif dans leur vie quotidienne. Les autres tests et analyses n'ont pas réussi à prouver l'implication de Matthew. Tous ces biens ont été fouillés sans résultat probant. L'enquête semblait dans une impasse. La seule chose que la police pouvait faire était de transférer le ruban adhésif découvert au laboratoire pour analyse. Il s'est avéré que ce rouleau de ruban adhésif était assez spécifique, n'étant pas vendu dans les magasins habituels ni en ligne. En 2006, seules 3 entreprises locales l'utilisaient, dont l'une était une usine de pièces d'avion où travaillait Matthew. Les morceaux de ruban adhésif trouvés sur le visage de la victime correspondaient exactement à ce rouleau, établissant un lien crucial avec Matthew. Cette découverte indiquait potentiellement le vrai tueur. Les forces de l'ordre ont décidé de recontacter les proches de Matthew et ont obtenu des informations précieuses. Son frère a décrit Matthew comme étant de caractère très cruel et colérique, avec un mobile contre son ex-petite amie. Les enquêteurs ont découvert qu'en 2002, Matthew avait offert à Alexandra une voiture Nissan, puis lui avait prêté 2000 $ en 2003. Mais en janvier 2004, Alexandra avait décidé de se séparer de lui alors qu'il était en prison, ce qui avait probablement déclenché sa colère. Le 14 juin, les enquêteurs ont réinterrogé Matthew, soulignant toutes les contradictions dans son récit. Matthew a su se justifier sur toutes les questions controversées, laissant la police sans preuve tangible. Ce n'est qu'à la fin de l'année que les résultats des tests ADN sont arrivés. Tout le sang trouvé au sous-sol appartenait exclusivement à Alexandra. Les gouttes diluées trouvées dans la salle de bain contenaient un mélange d'ADN d'Alexandra et d'un homme, mais la concentration était trop faible pour isoler précisément l'ADN masculin.
Les experts légistes ont pu établir que le tueur était un homme noir, mais Matthew et Jason étant tous deux afro-américains, cela n'aidait pas à réduire la liste des suspects. Les cheveux trouvés sur la main d'Alexandra n'ont pas pu être identifiés, et les empreintes digitales sur les lieux du crime n'appartenaient pas aux suspects connus. Même l'empreinte de chaussures spécifique n'a pas pu être identifiée, laissant l'enquête dans une impasse. Une récompense de 50 000 $ a été offerte à quiconque pourrait aider à faire avancer l'enquête. En 2010, les autorités ont impliqué les prisonniers, distribuant la photographie d'Alexandra dans les établissements correctionnels. En septembre 2011, le service de police de Milford a reçu un appel d'une détenue nommée Paula. Elle a déclaré que son ancien compagnon de cellule, Christopher Richards, avait fréquenté Alexandra pendant 2 ans avant sa mort, entre sa rupture avec Matthew et sa relation avec Jason. Paula a affirmé que Christopher, en prison au moment de leur rupture, avait menacé de tuer Alexandra après sa libération. Cependant, après une enquête approfondie, il s'est avéré que Paula avait menti. Christopher ne connaissait pas Alexandra, il n'y avait jamais eu de correspondance ni d'appel entre eux. 2 semaines plus tard, un chauffeur de bus nommé Jérémy, ami de longue date d'Alexandra, a affirmé avoir vu Alexandra recevoir un SMS menaçant d'un homme nommé Donovan, exigeant le remboursement d'une dette et menaçant de la tuer si elle ne payait pas. Cela s'était produit 2 semaines avant sa mort. Cependant, cette piste s'est également révélée fausse. 6 ans se sont écoulés sans avancée significative. Enfin, en août 2012, la police a reçu des informations vraiment précieuses qui allaient potentiellement changer le cours de l'enquête. Étonnamment, Anthony, le cousin de Matthew, avec qui la police avait déjà communiqué jusque-là, a contacté le commissariat. C'était lui qui avait parlé de la voiture offerte et des 2 000 $ qu'Alexandra avait empruntés à son frère. Son long historique avec la police a commencé en 1993. Au cours de cette période, Matthew l'avait impliqué dans des stratagèmes criminels liés au trafic de substances. Tous deux avaient ensuite été emprisonnés pour cette activité. En 2005 et 2006, ils sont sortis de prison à tour de rôle et ont commencé à travailler dans la même usine. Leur relation restait bonne, mais 1 an plus tard, Matthew a piégé Anthony, l'envoyant de nouveau en prison. Anthony, en colère, a reproché à son cousin la vie qu'il menait. Anthony a décidé de se venger et de révéler la vérité sur la mort d'Alexandra. Il a déclaré qu'à la fin de sa relation avec Alexandra, Matthew était littéralement obsédé par elle au point de vouloir la tuer. Initialement, il avait prévu de lui injecter une dose mortelle de substances illégales pour faire passer le crime pour une overdose accidentelle. Cependant, en apprenant la nouvelle relation d'Alexandra, il avait changé d'avis et opté pour une méthode de meurtre plus brutale. Anthony a également révélé que Matthew avait volé des gants et du ruban adhésif spécial de leur usine aéronautique pour commettre le crime. La police a pris ces informations au sérieux, d'autant plus qu'Anthony a admis vouloir obtenir de l'argent en échange de ces révélations. Il voulait non seulement la récompense de 50 000 $, mais aussi se venger de Matthew. Après vérification, les informations d'Anthony se sont avérées exactes. La police a découvert qu'à 11h47, le jour du meurtre, Matthew était effectivement arrivé à portée des tours de Milford, puis s'en était éloigné avant de revenir à 12h07, restant sur les lieux pendant plus d'1 heure. Avec ces nouvelles preuves, la police avait désormais des raisons probables d'arrêter Matthew et de l'inculper. Le 24 août 2012, Matthew a été accusé de meurtre au 1er degré et de violation de domicile. Cependant, à cette époque, il était déjà incarcéré pour avoir agressé une femme en 2008. Il l'avait menacée avec une arme à feu, lui avait volé son sac à main et lui avait tiré dans le bras lorsqu'elle avait tenté de résister. Finalement, grâce aux révélations d'Anthony et aux preuves recueillies, la justice a pu avancer dans l'affaire du meurtre d'Alexandra Duxey, apportant une lueur d'espoir pour sa famille et ses proches. Le bureau du procureur a découvert que les problèmes avec Matthew avaient commencé après qu'Alexandra lui ait écrit, alors qu'il était en prison, pour lui annoncer qu'elle voulait rompre. Selon ses codétenus, il était obsédé par elle. En réponse, il avait écrit une lettre de 8 pages, remplie de menaces, ce qui avait terrifié Alexandra. Sa mère, Linda, l'avait soutenue et avait ouvert une enquête en prison, aboutissant à l'interdiction pour Matthew de contacter Alexandra. Cet incident
avait prolongé sa peine de prison de quelques mois, alimentant sa colère. Après sa sortie de prison, Matthew semblait s'être calmé, entamant une nouvelle relation et ayant même un enfant. Cependant, en coulisses, il élaborait un plan de vengeance. 3 ans plus tard, en février 2015, Matthew a comparu devant le tribunal. L'accusation a soutenu que le meurtre avait été commis par jalousie et de manière délibérée. L'avocat de la défense a insisté sur l'absence de preuves directes sous forme d'ADN et d'empreintes digitales sur les lieux du crime, plaidant l'innocence de son client. La situation est devenue critique pour Matthew lorsqu'il a commencé à répondre aux questions de l'accusation. Ses tentatives désespérées pour prouver son innocence ne semblaient pas convaincantes. De plus, son propre frère a témoigné contre lui, aggravant sa situation. Le jury a dû délibérer longuement face à cette histoire complexe, remplie d'angles morts et de contradictions. Beaucoup percevaient Matthew comme un menteur pathologique, ce qui a renforcé la méfiance à son égard. Finalement, après 3 jours de délibération, le jury a déclaré Matthew coupable de meurtre au premier degré et de violation de domicile. Il a été condamné à 60 ans de prison pour le meurtre d'Alexandra et à 20 ans supplémentaires pour intrusion. Cette condamnation a marqué la fin d'une longue quête de justice pour Alexandra, apportant enfin un semblant de paix à sa famille et à ses proches. La mère d'Alexandra, Linda, est morte en 2018. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.